Bonjour à tous. Vous voulez savoir ce que c'est qu'un data architecte? Vous avez entendu parler du Chief Data Officer, donc du Data Office, et vous voulez savoir ce qui se passe dans le Data Office. Bienvenue dans Data Drift, le podcast où nous parlons de data. Nous y invitons des profils VP of Data, CTO, CDO. Nous invitons des Senior Data Scientists, Data Engineers pour parler de data, donc les problématiques qu'ils rencontrent, leur parcours. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Franck. Franck, sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter pour nos invités? Bonjour Béranger, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis un passionné de la data, donc parler de la data est toujours quelque chose de plaisant pour moi. Alors donc, je m'appelle Franck Ella, j'ai plus de 22 ans d'expérience dans la data. Ah ouais. Mon aventure data a commencé notamment chez Microsoft France en 2001 où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur support et conseil sur les techno-data. Donc pendant 8 ans. Ensuite, donc au niveau IMIA, aider les clients premiers grands comptes Microsoft à mettre en place des solutions, des projets avec les techno-data de Microsoft. Dans un premier temps, les techno-fichiers Access du Lightfox Pro, tous les connecteurs permettant à un client d'accéder à des bases de données, ADO, ADO.NET, OLEDB, etc. Et puis j'ai terminé les 4 dernières années sur la plateforme DataFar de Microsoft, à savoir la suite SQL Server. Suite à ça, j'ai évolué, j'ai intégré le groupe Capgemini pendant 2 ans en tant que consultant data. J'ai eu à travailler avec des clients notamment du CAC 40 dans divers secteurs d'activité. Ensuite, je me suis lancé dans une aventure personnelle où j'ai créé ma propre structure et pendant 5 ans en fait je délivrais des services aux clients en tant que consultant architecte data en vendant prioritairement mon expertise sur les technos Microsoft. Et c'est comme ça que en 2016 j'ai intégré un client chez qui j'étais arrivé 6 mois auparavant en tant que référent technique dans un service data. En fait, je suis rentré en interne en tant que head of data, donc responsable de ce service et dans les assurances. Et donc ça a duré 6 ans, un peu plus de 6 ans, pendant laquelle j'étais responsable donc du service qui avait sous sa direction tous les environnements OLTP Data Warehouse, ETL, donc à la fois de la partie France et de la partie Espagne. Et puis donc ça a duré jusqu'à début 2022. Et puis 2022, je suis retourné dans le consulting, donc chez Accenture, je suis repassé chez Accenture, en tant que senior manager data IA. Et finalement, une opportunité fin 2022 s'est présentée pour intégrer Transdev, donc le groupe Transdev, le Data Office Group de Transdev, où j'ai la responsabilité du pilier technologie. D'accord. Ils font quoi chez Transdev? Alors Transdev est une société de transport public, donc notamment un concurrent de la RATP, SNCF, qui est présent dans 19 pays dans le monde et qui opère à peu près 16 types de véhicules, donc 80% sont des bus des bus écarts. D'accord. Donc voilà. Ok, très clair. Et tu vois, aujourd'hui, avec l'histoire autour de OpenAI, on peut voir que Microsoft est beaucoup mise en avant avec les moves stratégiques qu'ils vont faire en recrutant Sam Altman et tout. Donc aujourd'hui, Microsoft a quand même cette image-là prestigieuse. Est-ce que dans le temps où toi tu as intégré Microsoft, c'était déjà ça? Ah bah, bien sûr, Microsoft, ça fait très longtemps que Microsoft est un éditeur phare du monde de l'informatique. Donc j'ai intégré Microsoft en 2001. C'était déjà un privilège de travailler pour Microsoft. Et c'est vrai que mon aventure chez Microsoft a été une très belle aventure. Pendant 8 ans, j'ai travaillé avec des gens extrêmement compétents. Qui en fait, il y avait une particularité, c'est que quand tu ne savais pas, limite tu t'en voulais parce que tout était mis en place pour que tu sois
le plus compétent possible et opérationnel. Ça partait déjà de travailler avec des ingénieurs très expérimentés, des gourous, j'ai envie de dire. Et puis si par ailleurs on avait besoin de poser une question au groupe produit, par exemple à 18h en partant, on envoie la question, le lendemain, grâce au décalage, on avait la réponse des développeurs à Redmond, à Corp, sur SQL Server, qui te donnait la solution au problème que tu rencontrais. Donc c'était vraiment extrêmement stimulant. Et puis un autre aspect qui m'a fait grandir en ce qui concerne la notion de service, c'est que Microsoft était très exigeant sur la qualité de service délivré à ses clients. Donc, d'ailleurs, il y avait une entité tierce qui vérifiait des enquêtes de satisfaction et notre bonus était très indexé sur la satisfaction que les clients avaient sur le service qu'on délivrait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un privilège. C'est vrai que c'est assez intéressant d'indexer les bonus sur la satisfaction client. C'est vrai que d'habitude on voit les bonus indexés sur le chiffre d'affaires, mais j'imagine qu'une boîte qui l'indexe carrément sur la satisfaction client a un grand niveau d'exigence de qualité. Ah oui, quoi. oui, tout à fait. Ok, j'ai vu dans ton parcours que tu as occupé pendant longtemps le poste de data architecte. Faut dire que généralement dans le monde de la data, on connaît plus le data scientist, le data engineer, le data analyst en termes de rôle, mais on ne sait pas c'est quoi le data architecte. Est-ce que quelle définition toi tu en fais et comment est-ce que tu le différencies des autres postes? Il vient à quelle étape aussi du process? Alors, data architecte, c'est vrai que selon les structures, il peut avoir différents rôles, mais je dirais que parmi les rôles, les fondamentaux, dans un premier temps, c'est que le data architecte, ça va être quand même le professionnel de la data qui va définir les principes et les modèles de stockage, d'intégration, d'échange de la data au sein d'une organisation. En fonction d'une expression de besoin, il va être capable de concevoir l'architecture data qui répond à ce besoin-là. Il va également préconiser les solutions techniques permettant d'implémenter la solution qu'il a préconisée. Il est également responsable, de mon point de vue, puisque j'ai parlé d'échange de données, de la mise en place de la cartographie des flux, de maintenir ces flux-là, et je dirais, la performance des différents flux data au sein de l'organisation. Et enfin, je dirais que le data architecte doit être également sensible au sujet de gouvernance de la donnée, telle que la qualité des données. D'accord. Ça, c'est important, la qualité des données et les référentiels. Donc, c'est un poste qui est central, qui vient au tout début d'un projet data. Okay. Donc, au tout début d'un projet data. Et il va travailler avec aussi bien les data engineers que d'autres services de l'IT, mais aussi avec les métiers. Parce qu'il doit être capable de discuter avec les métiers, de comprendre leurs besoins pour pouvoir derrière mettre en place, concevoir la solution, l'architecture data qui y répond. D'accord. Et est-ce que on peut faire le parallèle entre quand on a besoin de construire une maison, on appelle un architecte qui nous fait un plan pour la maison et du coup c'est quand même un plan sur papier, c'est pas forcément lui qui construit la maison. Est-ce que le data architecte fait aussi le plan sur papier concernant l'infrastructure data ou il va jusqu'à construire cette infrastructure? Une chose est sûre, c'est qu'il fait le plan. Typiquement, l'exemple que tu prends d'une maison, elle est intéressante parce que je me disais justement une fois en parlant de data architecte, si on veut construire une cabane au fond de son jardin, on n'a pas besoin de faire de plan. Oui. On trouve des planches, des clous, des machins, on monte sa cabane. Par contre, si on veut construire un édifice d'une certaine complexité, on va faire appel à un architecte. Ça peut être une maison, ça peut être un immeuble,
un tout autre bâtiment. Oui. Là, on fait appel à un architecte. Bien évidemment, pas que l'architecte, mais l'architecte vient quand même au début de notre projet. Et donc, en effet, le data architecte va concevoir l'architecture sur papier, également préconiser les solutions techniques qui vont permettre de l'implémenter. Par contre, derrière, il va travailler avec, par exemple, data engineer pour la mise en place des pipelines data, le développement des pipelines data, etc., etc. Voilà. Après, il y a des organisations où, parce que on est plus le service est plus petit, il y a moins de monde, où on pourra demander aussi au data architecte d'être capable de coder, de mettre en place, de développer des pipelines, par exemple. D'accord. Et est-ce que tu penses que il faut de l'expérience professionnelle dans les autres métiers de la data avant de devenir data architecte, ou on peut directement à la sortie d'école, par exemple, devenir data architecte? Alors, je dirais que la valeur n'attend pas le nombre d'années. Il y a certainement des personnes sorties d'école qui se sont retrouvées dans un contexte où elles ont dû assumer le rôle de data architecte. Mais je pense que quand on a de l'expérience, c'est très utile pour après pouvoir adresser tous les rôles et responsabilités qui reviennent au data architecte. D'accord. Et j'ai aussi pu voir dans ton parcours que tu as occupé le rôle de Head of Data. Je dirais que généralement, pour les personnes qui travaillent en data, c'est un peu le Graal. On a envie de finir, en tout cas d'atteindre ce rôle-là. Qu'est-ce qu'un Head of Data fait, et c'est quoi ses attributions, qu'est-ce qu'on attend de lui, et comment est-ce que un jeune aujourd'hui il fait pour devenir un data architecte s'il vient de sortir d'école? Comment est-ce que tu as une formule magique pour ça? Alors, il n'y a pas de formule magique, je dirais. Déjà, concernant le rôle de Head of Data. Alors, un Head of Data, donc c'est quelqu'un qui va avoir la responsabilité d'un service ou d'un périmètre data. On a des Head of Data Factory. Donc, tout ce qui concerne la data factory, le data architecture, data engineering, data science. On peut avoir aussi un Head of Data Engineering, un Head of Data Science, par exemple. Donc, donc voilà, il y a différents types de Head of Data. Après, on a le rôle, je dirais, un petit peu chapeau, qui est le Chief Data Officer. Donc ça intègre aussi du Head of Data, mais là c'est toute la qui porte la responsabilité de toute la donnée en gros au sein d'une organisation. Donc Head of Data. Alors donc responsable d'un périmètre data plus ou moins large en fonction des organisations. Donc déjà il faut comprendre que pour un Head of Data, de mon point de vue, il faut absolument qu'il soit sensibilisé sur le fait que la donnée, elle est au service des métiers. Mettre en place des systèmes data, des équipes qui gèrent ces systèmes-là, coûte énormément d'argent. Pour moi, ça n'a de raison que si c'est au service du business. C'est pas pour faire joli. Les entreprises ne dépensent pas des centaines de milliers d'euros pour que les gens s'amusent avec la donnée dans un coin sans que ça n'apporte aucune valeur. S'amuser avec ChatGPT. Donc c'est pas je veux dire, il y a aucune organisation qui fera ça. Donc la première chose, c'est comprendre ce que le périmètre data dont on est responsable peut apporter à son entreprise, à son business. Donc contribuer à la valorisation de la donnée à travers ce qu'elle apporte aux différents métiers de son entreprise. Ensuite, mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que son périmètre fonctionne bien, s'entourer des bonnes personnes, donc une équipe avec des gens compétents, bien organiser le travail de son équipe, les objectifs, que ça soit clair, les réalisations, les projets sur lesquels on travaille,
et aller chercher les moyens, bien évidemment, les moyens, les budgets, pour pouvoir faire tourner son service et faire en sorte qu'il apporte la valeur qui lui est attendue. D'accord. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que absolument on devient Head of Data? Alors, personnellement, je n'ai pas forcément cherché à être Head of Data. Je suis devenu Head of Data donc au sein d'une société d'assurance. En fait, j'étais à mon compte. Je suis arrivé dans cette entreprise en tant que référent technique d'un service data. Et au bout d'un certain temps, le manager est parti. Moi étant à mon compte, il cherchait un manager. Je ne pensais même pas à postuler. Mais par contre, je me suis retrouvé à assumer le rôle. Endosser l'intérim. Assumer le rôle. C'est ça? Exactement. Endosser l'intérim. Et il se trouve que vraisemblablement, je le faisais bien. Et comme ils avaient du mal à trouver, au bout d'un moment, le N+2 est venu me voir en me disant, écoute, on a du mal à trouver. Toi, tu fais déjà très bien le travail. On a d'excellents retours sur des différents services avec lesquels l'équipe est en interaction. Donc, est-ce que ça ne t'intéresse pas? C'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Voilà. Et il se trouve qu'en plus, le contexte est un contexte en transformation. On travaillait en mode agile, on mettait en place les process agiles. On partait de la mise en place on partait du legacy pour mettre en place une nouvelle plateforme data. Donc en fait, je me suis retrouvé à gérer la transformation à la fois de l'équipe, à la fois des plateformes data et également des différents process autour. Donc ça dépend, je dirais que ça dépend des opportunités. Ça dépend des opportunités. Par contre, je pense que si on a de l'expérience, c'est quand même très utile parce qu'on est dans un domaine où l'informatique en général et la data particulièrement, la reconnaissance de ses pairs se fait par la compétence. Donc quand on a un background, on va plus facilement, je dirais, atteindre ces niveaux, avoir cette reconnaissance, cette légitimité-là, gagner cette légitimité. D'accord. Après, parce que il n'y a pas forcément de règles, et il ne faut pas s'enfermer. Si un profil pas technique, junior ou pas technique se retrouve à devoir endosser le rôle de Head of Data, eh bien, il apprend. Il aura le potentiel nécessaire, eh bien, il apprend en étant au contact des autres, en se renseignant également sur ce que fait un Head of Data, et puis il n'y a pas de raison, quoi. D'accord. Donc toi tu crois à la capacité d'un profil pas technique de manager directement des profils techniques? Oui. Alors le management n'a pas forcément un lien avec la technique. C'est vrai qu'en France, souvent, on va promouvoir un profil technique pour les métiers techniques. Un profil technique d'expertise, on va le promouvoir en tant que manager. D'accord? Ça arrive souvent. Des fois, ça se passe très bien, des fois, ça se passe moins bien. Parce que être manager, c'est un métier à part entière de mon point de vue. Donc, il n'est pas forcément nécessaire d'être technique pour être un bon manager, un bon leader. Par contre, dans nos secteurs d'activité, il est important qu'un manager, sans pour autant être le référent technique, comprenne les tenants et les aboutissants et une bonne compréhension des différents sujets pour être capable de discuter avec ses équipes, voire de les challenger. Parce que c'est le point qui peut parfois emmener une frustration, parce que justement nos métiers sont très très techniques et pointus, et parfois il peut y avoir un gap entre la compréhension que les managers ont
de nos métiers et la compréhension, enfin, et ce que les techniques voudraient que le manager comprenne ou voudrait exprimer comme idée. Donc, les frictions sont quand même... La compréhension, en effet, elle est très importante. J'ai envie de dire, quel que soit le métier, on travaille avec une équipe, même si on ne la manage pas. À partir du moment où on est en interaction avec une équipe et qu'on travaille ensemble pour la réalisation d'un projet, c'est important de comprendre. Tout à fait. Donc ce n'est pas que lié à notre domaine de la data. Donc la compréhension, elle est importante. Mais par contre, un manager n'est pas forcément tenu d'être l'expert. D'ailleurs, pour revenir sur mon expérience, donc j'avais la casquette de référent technique, donc j'étais l'expert du service data. Lorsque je suis passé manager, pour être capable de réaliser mon travail de manager, il a fallu que je passe la main. Et donc, une personne de mon équipe, je lui ai passé la main en tant que est devenu le référent technique. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'aurais dit, les gars, si dans un an, je suis encore le plus capé techniquement dans l'équipe, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Et ça s'est, en effet, ça s'est très bien passé. D'accord, super. Et pendant cette expérience de Head of Data, est-ce que un projet t'a marqué particulièrement? Alors, ça a été donc ça a duré un peu plus de 6 ans. Vraiment comme je te l'ai dit, ça a été une très très belle aventure parce que j'ai eu une aventure humaine, une aventure technologique, une aventure métier également. J'ai eu à gérer la transformation de l'équipe parce qu'à un moment donné il a fallu avoir une partie de l'équipe en Pologne à Varsovie. J'ai eu à gérer la transformation des plateformes, partir du legacy dans un premier temps vers une nouvelle plateforme, toujours on premise. Également la transformation des process et puis sur les 2 dernières années la migration de cette plateforme là vers le cloud, notamment le cloud Azure, parce que c'était un environnement où on travaillait avec des technos Microsoft. Et donc ce projet de migration vers le cloud Azure a été c'est de lui dont je peux parler parce que ça a été un challenge très intéressant. Je me suis retrouvé à travailler à nouveau avec mes anciens collègues de Microsoft, donc ça m'a permis de les challenger un peu. Et c'était vraiment, enfin voilà, c'était très intéressant. D'accord. Et est-ce que tu peux parler un peu de ce projet? Il consistait à quoi? Alors, la plateforme a migré. Donc, comme je l'ai dit, le périmètre de l'équipe dont j'avais la responsabilité, du service data dont j'avais la responsabilité, comprenait les environnements OLTP, Data Warehouse, ETL. Donc, quand même des plateformes de vente d'assurance en ligne côté France et côté Espagne. Et donc, par exemple, côté France, au niveau en production, on avait plus de 6 téras de données, quand même, en comptant toutes les bases de données. C'était sur du SQL Server, plus de 6 téras de données, avec des flux de données très divers et variés. Et donc, en fait, la migration intégrait à la fois la partie data, mais également tous les autres briques, parce que c'était vraiment tout la plateforme au sens large qui migrait vers Azure. Les frontaux web sous 2IS, développé avec de l'ASP.NET, jusqu'à la base de données. Ah ouais, donc jusque même au langage de programmation. Jusque même au langage de programmation. Donc moi, j'ai bien évidemment ma responsabilité s'est limitée sur la partie data. Oui. Et donc ça a été déjà de mettre en place une stratégie de migration, donc de définir la cible. Donc est-ce qu'on fait du lift and shift, est-ce qu'on éclate le monolithe pour du microservice, voilà, pour du microservice. Donc définir une stratégie une stratégie de migration. Ensuite, en fonction de la stratégie de migration, définir l'architecture cible.
global et puis data, et démarrer par un POC. Et donc le proof of concept qu'on a démarré en ce qui concerne la partie data, c'était sur du SQL Server Managed Instance dans Azure. D'accord. La migration dans un premier temps, l'init, comment on intégrait en fait les 6 Tera de data dans SQL Server Managed Instance, et puis derrière comment on allait mettre en place les pipelines avec du Data Factory pour après injecter progressivement tous les deltas, toutes les données qui se rajoutent au jour le jour. Si je me souviens bien, à l'époque, on a été confronté à une limitation pour un environnement business critical avec Managed Instance qui était de 4 Tera. Et donc, en fait, il a fallu... Vous aviez 6 Tera, si je me souviens. On avait 6 Tera, oui. Et donc il a fallu travailler également sur un projet de purge. Donc, travailler avec les métiers pour identifier, pour définir les rétentions, ensuite mettre en place des process de purge pour pouvoir arriver à une configuration où on peut faire cette migration-là vers du SQL Server Managed Instance. Il y avait également des sujets comme on avait des environnements de pré-production sur lesquels les données étaient répliquées pour jusque valider, parce que d'un point de vue applicatif, on avait une release par à peu près toutes les 3 semaines ou une release par mois, et un process de release qui, lorsqu'on était en release candidate, intégrait des tests de performance et de validation. Et donc, il fallait pour ça avoir un environnement de pré-prod qui, à ce niveau-là, soit isoprod pour pouvoir tout valider, y compris aussi bien d'un point de vue fonctionnel que d'un point de vue performance. D'accord. Donc du coup, ça impliquait sur Azure d'être capable de, dans les temps qu'on avait, au moins dans les temps qu'on avait on-premise, d'être capable de répliquer les environnements, de partir de la prod vers la pré-prod pour pouvoir faire tout le process de validation d'une release. D'accord. Et pourquoi avoir décidé de migrer de on-prem, donc de machines, je sais pas, physiques ou dédiées, vers du Microsoft Azure? Déjà, ça rentrait dans une politique globale de move to cloud. D'accord. Donc voilà. Et donc politique de move to cloud. Et donc et à terme avec tous les environnements, tout l'écosystème qui allait migrer vers le cloud. Donc voilà. Ça venait de ça. Mais j'imagine que ça fonctionnait sans le cloud. Pourquoi on décide aujourd'hui de migrer vers le cloud? Ça fonctionnait sans le on-premise, ça fonctionnait dans le cloud. Après, justement, c'était pour également profiter en fait de la flexibilité que propose le cloud. Donc, les solutions cloud proposent une flexibilité aussi bien sur tout ce qui est monté en scalability, sur l'administration, etc. Donc, on sait globalement ce que le cloud permet. Et donc voilà, c'était pour bénéficier en fait de toute la puissance du cloud, de toute la flexibilité et la facilité que permet le cloud. Que cette migration a été initiée. D'accord. Et aujourd'hui, quand on regarde les parts de marché en termes de cloud, AWS est loin devant. J'imagine que dans le temps, AWS le gap était encore plus énorme avec les autres providers cloud. Pourquoi avoir choisi l'environnement Azure, enfin, sachant que toi, par exemple, tu viens du monde Microsoft, est-ce que tes choix étaient biaisés par le fait que tu étais un ancien produit de Microsoft? Alors, les choix, bien évidemment, n'ont pas été liés à moi. Par contre, comme on travaillait déjà avec des technos Microsoft, ça a influencé. D'accord. Donc, avec des technos Microsoft,
ayant déjà un compte. Donc la société était un client premier Microsoft. Donc ça a facilité en fait le choix du provider cloud. D'accord. Et est-ce que ce projet de migration, par exemple, tu as une idée de combien ça peut coûter si une entreprise aussi établie décide de tout bouger vers le cloud? Oh, c'était un projet à plusieurs millions. On était sur au moins 3 millions. 3 millions d'euros. Ah ouais. Mais du coup, 3 millions d'euros pour 2 pays ou c'est vraiment pour tous les pays 3 millions d'euros, c'était que pour la France. Ah oui. Donc, mais tu avais parlé aussi d'Espagne tout à l'heure. Oui, après l'Espagne aussi, il y a eu la migration pour l'Espagne. Donc les budgets étaient similaires. Donc si on compte les deux entités, on était c'était entre 6 et 10 millions. Ah oui. Et quand on veut faire un tel projet, on décide aujourd'hui qu'il faut migrer vers le cloud. Oui. Je suppose que dans une entreprise comme ça où on était déjà pas sur le cloud, on était on-prem et qu'on veut migrer vers le cloud, ça va demander de nouvelles compétences. Ces compétences Azure, est-ce que vous les aviez déjà en interne ou vous vous êtes appuyé sur des consultants externes? Alors il y a eu les deux. On s'est appuyé sur des consultants externes, mais en même temps, on a mis en place un process pour faire monter en compétences les personnes internes. Donc voilà, parce que bien évidemment, les consultants externes sont intervenus pour aussi bien en avant de phase pour la partie études, la partie et puis démarrer l'implémentation du projet. Mais une fois que le projet est mis en place, c'est pas forcément les consultants externes qui vont continuer à le faire vivre. Donc il faut aussi faire monter en compétence les personnes en interne. Les personnes en interne. Donc voilà, la stratégie a été de faire les deux pour être sûr de pouvoir derrière être safe. Ça a permis d'être safe, je dirais, de deux manières. Dans un premier temps, parce que les environnements on-premise, ils tournent. La production reste on-premise. D'accord. Donc, faut quand même continuer à faire vivre la boîte. Donc, les profils internes, donc assurer le run. Le run, ouais. Je dirais, et de faire. Il y avait encore des choses qui vivaient parce que c'est un projet qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça se prend. Je vous ai parlé de 2 ans. Ça prend du temps. Donc pendant ce temps-là, il y a encore des releases qui continuent sur la plateforme. Donc elle continue de vivre. Il n'y a pas que le run, elle continue de vivre. Et en même temps, on prépare la migration. On met en place le proof of concept, on teste tout ce qui est nécessaire pour que lorsqu'on est prêt, on puisse faire la bascule. Donc, ce temps-là a permis à la fois, donc, avec des consultants internes, de continuer à faire vivre l'existant, donc le legacy. Non, les personnes en interne. Les personnes externes étaient axées sur la migration et en même temps, les personnes internes montaient en compétences pour pouvoir derrière prendre le relais. D'accord. Donc, avant de continuer, il est important de signaler que ce podcast nous a été offert gracieusement par la société Datacori. Et pour nous encourager, en tout cas à rendre populaire le podcast, je vous prie de mettre la vidéo sur pause, d'appuyer sur le bouton pour vous abonner à la page et pour être tenu au courant de la sortie d'un autre épisode. On peut continuer. Et du coup, est-ce que toi, dans l'organisation de tes équipes, est-ce qu'il y avait un pourcentage réservé à de l'externe? Tu vois, est-ce que tu disais, par exemple, je prends 25% de mon ETP que j'affecte à des consultants externes ou de l'interne, ou on sollicitait des externes juste quand le besoin se posait? Disons que ça dépendait vraiment, c'est en fonction du besoin, parce que c'est pas tant une question de je décide que ça va être 25% d'externes, 75% d'internes. C'est en fonction du besoin, des projets qu'on a en cours et de la durée de vie de la mise en place de ces projets. D'accord. Voilà. Donc et puis bien évidemment du budget qui est
qui est à notre disposition, parce que les budgets ne sont pas infinis. Donc ça, c'est un critère quand même important, des budgets à notre disposition. D'accord. Ok. C'était les éléments qui entraient en ligne de compte. D'accord. C'est vrai que dans d'autres boîtes, on voit que dans leur fonctionnement, ils ont toujours en fait une ligne prévue pour des consultants externes, ne serait-ce que pour amener un regard nouveau. Est-ce que toi tu as rencontré ça dans tes expériences ou c'est pas le cas? Alors, dans mon expérience en tant que head of data, non, il y a pas forcément de ligne pour les consultants externes, notamment pour du nouveau. Moi, je considère que en tant que responsable d'un service, un de mes rôles, c'est de contribuer à faire en sorte que les gens avec lesquels je travaille, les gens dont j'ai la responsabilité, puissent réaliser leur potentiel. Et donc, ça passe par forcément grandir. Donc, je vais pas avoir une ligne de budget pour que ce soit des externes qui viennent apporter, je dirais, entre griffes, la nouveauté. Ouais, ça, je vais ça plutôt... nuit au business, ça. Pardon? Ça nuit au business. Disons que nuit au business. Lorsqu'il y a besoin d'externes pour renforcer, il n'y a aucun problème avec ça. Personnellement, j'ai été consultant externe. J'ai travaillé dans une société de consulting. J'ai pendant plusieurs années été à mon compte. Donc la valeur des consultants externes, je la connais. Elle est avérée. Lorsque c'est nécessaire de faire appel à un consultant externe, soit pour renforcer, soit parce qu'il a une compétence que je n'ai pas encore dans mon équipe ou que je ne prévois pas d'avoir à long terme dans mon équipe, alors là, il n'y a aucun problème. Après, j'ai des personnes dans mon équipe, on est ensemble dans une aventure. Et l'idée, c'est qu'on grandisse ensemble. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et comment s'est fait ton passage de profil technique donc chez Microsoft où tu étais vraiment dans le dur des sujets techniques à la data architecture puis un rôle de head of data voire une place importante dans un data office? Alors, ça a été en effet progressif, également en fonction de, je dirais, des opportunités, mais aussi de ma nature. Parce que je suis animé par le besoin de challenge et d'apprendre. Donc, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la data sur des sujets très techniques, moi, j'aime bien savoir dans quoi s'inscrit ce que je fais. C'est une vision d'ensemble. Voilà, une vision d'ensemble. Dans quoi s'inscrit ce que je fais? Quel est le sens de ce que je fais? Même si, par exemple, je prends un profil très technique, administrateur de base de données, d'accord? On est responsable des environnements de base de données, mais qui répondent à un besoin. Oui. Donc, il faut bien évidemment que techniquement on maîtrise la techno de base de données, tout ce que ça entraîne, mais savoir ce qu'il y a au-dessus permet, de mon point de vue, en tout cas, et mon expérience l'a montré, d'être capable de mieux adresser nos sujets et donc d'être plus efficace et d'apporter plus de valeur. C'est comme ça que progressivement je suis passé à de l'architecture et de l'architecture à des postes de head of data et ensuite je me suis intéressé au data management parce que j'ai travaillé sur des projets où j'ai vécu des problèmes de qualité des données, des problèmes de manque des référentiels, des problèmes de manque de gouvernance. Et quand je me suis intéressé au data management, je me suis affilié à la DAMA, à la DAMA France, donc Data Management Association, donc la DAMA France qui est le relais de la DAMA internationale. J'ai fait des formations sur
sur le data management. Et puis notamment, j'ai passé la certification Data Management Associate de la DAMA. En fait, quand j'ai vu en fait ce que ça apportait, à quoi ça répondait, et puis aujourd'hui, les sujets data sont de plus en plus complexes. La donnée est devenue centrale. Oui. La donnée, c'est, j'ai envie de dire, c'est comme on le dit, le nerf de la guerre, là. C'est l'or technologique quelque part, la donnée. Et la donnée est dans les entreprises, la donnée est un asset. Donc j'aime bien la citation de l'ancienne CEO de Hewlett Packard qui dit the goal is to turn data into information and information into insight. Insight. Donc vraiment et du coup ce travail de hauteur jusqu'à m'intéresser au data management, les principes les véhiculés par la DAMA et derrière, puisque j'avais un background à la fois technique, projet, production sur la data. En même temps que je m'y intéressais, en même temps que je montais en compétence dessus, je revoyais dans mes expériences passées tu pourrais recoller tout ce que ça pouvait apporter, oui. Et là où ça manquait en fait. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc depuis décembre dernier, j'ai intégré le groupe Transdev, donc le Data Office Group. Et là, je suis là où j'ai envie de dire, là où j'avais envie d'être. Oui. C'est-à-dire que vraiment au cœur de la stratégie data d'une grande organisation, une organisation internationale où je travaille aussi bien, même si je porte la responsabilité du pilier technologie, donc tout ce qui est data architecture, data engineering, data science, le management du delivery des projets, mais je travaille avec les métiers, je suis en collaboration avec la personne qui porte le pilier data gouvernance sur les sujets de gouvernance, aussi bien de la data quality, les gouvernances conseils, les MDM, et puis bien évidemment je participe à la stratégie data du data office. Donc là je suis vraiment au cœur du sujet et j'ai envie de dire je m'éclate. Ouais, c'est super. C'est vrai que là tes compétences déjà techniques que tu avais viennent en plus des nouvelles compétences que tu as acquises en termes de data management et tout, font sens parce que du coup, dans le data office, tout ça va pouvoir en tout cas, être utile, quoi. Ah bah oui, là, je suis, j'ai une vision 360 de la data et je travaille vraiment sur tous les sujets qui concernent la data au sein d'une organisation. La stratégie, la gouvernance, la partie technologique et comme j'aime faire plusieurs choses, je fonctionne comme je l'ai dit au challenge et au fait d'apprendre. En plus, c'est la première fois que je travaille dans le secteur des transports publics. Donc d'un point de vue business, j'ai énormément de choses à apprendre. Oui, et je m'éclate. Et il y a une grande dimension humaine. Parce que il faut pas, en tout cas, de mon point de vue, tout ça part de l'humain. Tout à fait. Tout ça part de l'humain. Et c'est avant tout une aventure humaine. Ensuite, data, technologie, etc. Mais c'est avant tout une aventure humaine. Donc, travailler avec les pays, avec les métiers pour développer la culture data et tous ces sujets-là, je suis vraiment, je suis là où j'avais envie d'être et je m'éclate. D'accord. Et donc, dans un data office, quelles vont être les attributions? C'est vrai qu'on arrive à recoller un peu au travers de tout ce que tu as dit, une vision 360 de la donnée, mais c'est quoi, si on veut savoir concrètement en quelques phrases, c'est quoi un data office? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, je dirais que le rôle d'un data office,
c'est de définir la stratégie data de l'organisation qui doit absolument être au service de la stratégie business. D'accord. J'insiste beaucoup dessus parce que la data n'est pas un sujet technique. La data est d'abord un sujet business, un sujet métier. La data est au service du business. Les entreprises dépensent énormément d'argent pour les sujets data. C'est pour que ça leur apporte de la valeur. Donc, la data est au service du business. Donc, c'est mettre en place la stratégie data en ligne avec la stratégie business. Ensuite, définir un programme qui va permettre de déployer cette stratégie. Organiser la gouvernance. Également, toute la partie les orientations technologiques, les choix technologiques, les orientations technologiques. Donc voilà, aussi bien sur l'architecture, le data engineering, la data science, et puis d'un autre côté sur toute la partie gouvernance, le management de la gouvernance au sein de l'entité, les sujets de data quality, etc., etc. Donc le Data Office impulse tout ça, d'accord ? Il impulse tout ça, mais il doit vraiment, et j'insiste beaucoup dessus, faire attention à ce que ça soit au service du business, à s'assurer que ça apporte de la valeur. D'accord. Parce que sinon, il va être à côté de la plaque. Et il faut travailler avec les business. On a déjà vu des cas où, à un moment donné, le Data Office, les métiers se demandent à quoi ça sert et qu'est-ce qu'ils font. Si les métiers se posent cette question, c'est que le Data Office a raté quelque chose, de mon point de vue. Voilà. Ouais. Et ça veut dire que déjà, je pense que l'un des fondamentaux, ça doit être d'acculturer. Ah oui, l'acculturation est extrêmement importante parce que il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas au fait de ce que la data peut leur apporter. Donc, par exemple, on va mettre en place un projet data en fonction d'un use case. Parce qu'on met pas en place un projet data juste pour faire joli. On met en place un projet data pour répondre à un besoin. Donc, on va mettre en place un projet en fonction d'un use case. Mais il y a des métiers, parce qu'ils ne savent même pas ce que la data peut leur apporter. Déjà, rien que pour définir des use cases, il faut les assister. Donc, acculturer pour que on prenne, pour que les métiers connaissent quelles sont les différentes possibilités que la data leur offre et qu'ils soient conscients du fait que ce sont eux les honneurs de la data. La data leur appartient. Elle n'appartient pas aux professionnels de la data. En tant que data architecte, data engineer, data science, data analyst, data gouverneur manager, la donnée ne nous appartient pas. La donnée appartient au métier. Oui. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la data est d'abord un sujet business avant d'être un sujet IT. Tout à fait. J'ai vu sur ton profil LinkedIn, en regardant un peu ton fil d'actualité, j'ai vu que tu es dans ta période Snowflake actuellement. Enfin, je dis dans ta période, c'est ma manière gentille de dire que tu publies pas mal sur Snowflake. Pourquoi dans votre organisation vous faites le choix de Snowflake? Comment est-ce que vous positionnez ce choix par rapport aux autres solutions technologiques qui existent, par exemple? Alors, le choix de Snowflake, il a été fait avant que j'arrive. Donc, il y a à peu près 3 ans. Les architectes data et d'entreprise du groupe Transdev ont en fait de regarder dans les plateformes data qui existent laquelle pourrait répondre aux besoins et au contexte Transdev. D'accord. Transdev est une organisation très décentralisée avec une particularité qui est que les pays sont autonomes dans leur IT, sur le choix des technologies, etc. Donc, et on n'a pas une démarche, comme je pense que je l'ai déjà précisé, on n'a pas une démarche top-down. C'est-à-dire que le groupe n'impose pas. D'accord. Le groupe propose des choses et doit convaincre et gagner en légitimité pour que les pays les adoptent.
Donc ils ont à ce moment-là fait une étude des différentes solutions de plateforme data, et Snowflake est apparu comme étant celle qui répondait le mieux. D'accord. Déjà, pourquoi? Parce que Snowflake est une solution data cloud, et là le projet de Move to Cloud avait été lancé. Donc Snowflake est une solution data cloud. En plus, pour des raisons de facilité d'administration, et également le fait que dans les fonctionnalités Snowflake, pour une organisation décentralisée comme la nôtre, il y en a qui sont des fonctionnalités qui sont très pertinentes. Par exemple, le data sharing. Snowflake, très facilement, grâce au data sharing, on peut partager des données entre les différentes entités d'une organisation, vraiment de façon efficace et à moindre coût. Ok, très intéressant. C'est vrai que là, le fait de pointer le data sharing, c'est un peu plus concret, parce qu'aujourd'hui, tu vois, toutes les solutions, on va dire, un peu s'équivalent, tu vois. Et donc, moi, je me demande aujourd'hui, en tant que data architecte, comment est-ce qu'on choisit une solution en particulier. Mais c'est vrai qu'il peut rester quelques points qui différencient certaines solutions d'autres. En l'occurrence, le data sharing. Oui. Après, il y a, comment dire, il faut faire attention à éviter ce qui, de mon point de vue, est une erreur, que ce soit la data ou tout autre domaine, c'est que pour adresser un problème, on commence par les outils. Il faut absolument éviter ça. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu aies besoin d'organiser un banquet pour recevoir la belle famille. Voilà, pour recevoir des personnes importantes. La belle famille fait partie des personnes importantes. Oui, tout à fait. Donc, imagine que tu as besoin d'organiser un banquet et tu veux que le repas de ce banquet soit à la fois je dirais comment dire, à la hauteur de l'événement. Tu ne vas pas commencer par chercher à acheter le four le plus high-tech du marché. Tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et j'assimile au four le plus high-tech une techno. Oui. Tu ne commenceras pas par le four. Et je vais me demander ce que je veux préparer. Déjà, qu'est-ce que mes invités peuvent aimer? Voilà. Ce que je veux préparer. Voilà. En fonction du repas que tu as envie d'offrir. Oui. Donc, tu vas déjà définir le menu. Oui. D'accord? En fonction des personnes. Donc, s'il y a des personnes qui sont végétariennes, qui sont, des différentes contraintes, tu vas définir le menu. OK? Oui. Ensuite, une fois que tu as défini le menu, tu vas chercher le chef qui va te le préparer. Oui. Tu vas constituer voilà. Et ce chef-là verra, en fonction de ce qu'il a à faire, quels sont les outils qui répondent à son besoin. Tu commenceras pas par aller chercher à acheter le four le plus high-tech de la place. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est exactement pareil. Très souvent, il arrive que on fasse ce que je considère comme être une erreur, notamment puisqu'on parle de data, de commencer à regarder les outils. Non, on commence pas par les outils. On commence par le problème. Voilà, on commence par le besoin. La donnée répond à un besoin. Elle est au service de quelque chose. Tout à fait. Voilà. Quel est le besoin? À qui? Et à quoi ça va servir? Et on descend. Tout à fait. Très intéressant. Je pense que je vais te piquer cette histoire de banquet. En tout cas, on peut pas faire plus clair en termes d'explication. On est presque à la fin de notre échange. Par contre, il y a une question qui me taraude et que je peux quand même pas te laisser sans la poser. Si par exemple, c'est vrai que tu viens de parler du banquet. Oui. Et donc, faut pas commencer par les outils. Oui. Supposons qu'il y a pas de... Supposons qu'on veuille quand même commencer par les outils. Si tu étais un outil big data, quel outil serais-tu? Alors, si j'étais un outil big data, lequel je serais? C'est une très bonne question. Alors, je vais répondre de façon, je ne sais pas ce que
Ça satisfera ta curiosité, mais je dirais que je serai un outil qui n'existe pas encore. Ah oui. Voilà. Et pour faire quoi dans le process, dans le cycle de vie de la donnée, tu interviendrais à quel niveau? Donc, alors, j'ai envie de dire, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand. Moi, intervenir à tous les niveaux. Ah oui? Intervenir à tous les niveaux et de répondre à tous les besoins, notamment avec les nouveaux besoins qui vont arriver avec l'intelligence artificielle, etc., etc. On a vu évoluer les plateformes data. On a vu évoluer les différentes plateformes data. Et quand on regarde l'évolution des techno-data va aussi avec les technologies, avec l'évolution de l'IT. La donnée, de tout temps, on a toujours géré la donnée. Mais c'était d'abord d'un point de vue opérationnel. Et puis ensuite, avec l'évolution de l'IT, des ordinateurs, de la capacité de calcul, etc., on a commencé à avoir des besoins d'utiliser la data pour du pilotage. C'est comme ça qu'est née la business intelligence, le data warehousing. Ensuite, l'arrivée d'Internet, l'explosion de la quantité de données brassées et des différents types de données structurées, non structurées, etc. a emmené le big data. Oui. Donc derrière, avec la capacité de calcul, on a mis en place des solutions pour pouvoir adresser ce nouveau besoin, d'accord, des data lakes, etc. Et puis et ça va aller comme ça crescendo. Tu sais, mine de rien, cette question, je pense qu'elle permet de connaître un peu plus les personnes. On s'en rend pas compte, mais tu vois, je t'ai demandé quel outil tu serais si tu étais un outil big data. Tu m'as dit, tu serais un outil qui n'existe pas. Oui. Ça montre une certaine insatisfaction par rapport à tout ce qui existe actuellement. Et tu m'as dit que tu serais un outil qui répondrait au lieu d'être un outil, tu serais une plateforme data, en fait. Parce que tu m'as dit que tu vas intervenir. Donc ça montre quand même, justement, ça retouche ton côté où tu disais que tu aimes avoir une vue 360. En fait, tu aimes comprendre dans quoi s'inscrit ce que tu es en train de faire. Et c'est comme, tu as toujours cette vision de comment je recolle les bouts par rapport au sujet que je suis en train de... En tout cas, toutes les pièces que je peux avoir autour de moi. Et maintenant... je pense aussi que tu as parlé de la capacité à évoluer. Oui. Et donc ça montre aussi que tu es peut-être quelqu'un qui s'adapte beaucoup et qui essaye d'évoluer avec le temps. Donc tu serais une plateforme data qui évolue et qui peut recoller à beaucoup de cas d'usage. Alors justement, l'évolutivité elle est importante. Tout bouge. Tout à fait. Le changement, il est permanent. Tout à fait. Le changement, il est permanent. Et si je me souviens bien d'une citation de Charles Darwin, peut-être pas nommément, mais ça dit quelque chose du genre les êtres qui subsistent le plus autant, ce ne sont ni les plus forts ni les plus intelligents, mais ceux qui ont la plus grande capacité d'adaptation. Donc, pour moi, la capacité d'adaptation est quelque chose d'extrêmement vital. Oui, tout à fait. Aussi bien professionnellement que dans sa vie privée. Ouais. Être capable, où qu'on soit, de s'adapter. Ouais. On arrive quelque part, on observe, on réfléchit, on agit, on s'est adapté. Et on continue. Ouais, ça c'est sûr que cet outil, cette plateforme data n'existe pas pour l'instant. Écoute, pour reprendre, comme j'aime bien les citations, pour reprendre une autre citation de Théodore Monod sur l'utopie, il avait dit l'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, elle n'existe peut-être pas encore aujourd'hui, mais elle existera peut-être demain. Alors, et si ça se trouve, je contribuerai à faire en sorte qu'elle existe. Super. Je pense que il y a rien de mieux pour finir cet épisode. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci encore à toi, Franck. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'avoir cet échange.
très intéressant. Merci à toi de nous avoir honoré de ta présence et de nous avoir, en tout cas, je pense, enseigné tout ce qu'on a pu apprendre de ton expérience. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à l'épisode prochain. Bye. Merci.